Alors, je suis Daniel Payot, je suis professeur en philosophie et j'enseigne surtout dans une faculté des arts et je fais de l'esthétique, de la philosophie de l'art. Et puis, voilà, je suis en Alsace depuis le milieu des années 70. Je suis arrivé comme étudiant en année de maîtrise à l'époque et j'ai terminé mes études ici. Et effectivement, la rencontre avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy a été très, très importante pour moi. Je les connaissais de réputation, j'étais à Grenoble avant, mais je ne les avais jamais rencontrés pour de vrai. Et là, ça a été l'occasion, et puis ensuite on s'est beaucoup côtoyés pendant plusieurs années. Je fais peut-être toujours partie de ces gens qui ne peuvent pas être complètement passifs dans les institutions qu'ils traversent. Donc je m'étais un peu engagé dans des questions universitaires. À un moment, j'étais responsable de la documentation dans notre université, qui à l'époque était l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Et puis de fil en aiguille, comme ça, il y a un moment où je me suis porté candidat, effectivement, pour être président. Et bon, le premier conseil que j'ai présidé est le conseil qui a donné le nom de Marc Bloch à l'université. Et ça, c'était pas un combat très rude, mais c'était quand même très significatif. Sur le nom de Marc Bloch, j'avais une motivation supplémentaire. Je savais que je voulais vraiment contribuer à cette nomination-là. Et puis ensuite, après mon mandat de président, en fait, je suis parti 4 ans sur un programme de coopération en Afrique. Donc j'étais en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Voilà, donc j'ai passé 4 ans là-bas. Puis quand je suis revenu ici, c'était vraiment pour reprendre mon boulot d'enseignant-chercheur. Et pendant quelques mois, j'ai retrouvé un peu mes marques. Et puis l'une des listes candidates au municipal en 2008 est venue me proposer de faire partie. D'ailleurs, en dosant très bien la demande, au départ, c'était on a pensé à toi pour la liste, alors oui, bon, d'accord. Et puis ensuite, c'était en position éligible. Oui, enfin, bon, faut voir. Et puis si ça marche, adjoint à la culture. Donc là, j'ai quand même demandé à réfléchir un peu. Et puis finalement, j'ai accepté. Donc j'ai fait ce job d'adjoint à la culture à Strasbourg pendant 6 ans. C'était Roland Ries, c'était pas la mandature actuelle, mais c'est celle d'avant, de 2008 à 2014. Voilà. Strasbourg a été, j'espère être encore un petit peu, mais a été en tout cas dans son histoire moderne et contemporaine un lieu de référence du point de vue intellectuel. Parce que là on parle de sciences humaines, de philo, mais c'est vrai aussi dans le domaine scientifique, des sciences exactes, de la chimie. Donc c'est très important, je crois, qu'une ville et qu'une région se différencie de cette façon-là, comme en étant à un certain moment attractif pour des gens qui viennent ou qui venaient d'horizons extrêmement différents. Mais c'est vrai que Lévinas, par exemple, il est arrivé à Strasbourg, c'est là qu'il a rencontré Blanchot, et il est arrivé à Strasbourg qui était proche de Freiburg. C'était, à l'époque, le centre de la phénoménologie, c'était Freiburg, c'était Husserl, et puis ensuite Heidegger. Et pour Lévinas, être à Strasbourg, c'était une façon d'être en France, parce qu'il y était très attaché, il a toujours été très attaché à la France, mais en même temps dans le voisinage de nos collègues allemands et de cette école de pensée très, très riche qui s'était développée à Fribourg. Ricoeur, Ricoeur dans son histoire a pas tout à fait les mêmes raisons d'être passé par Strasbourg, mais c'est vrai que Ricoeur aussi était très lié à des collègues allemands et à des recherches en Allemagne. Et tout son travail sur l'herméneutique
finalement ne peut se concevoir que sur une sorte de frontière entre Allemagne et France. Ensuite, bon, évidemment, les cas singuliers sont tous des cas individuels, on ne peut pas généraliser, mais je pense que Strasbourg a joué ce rôle-là, non seulement de passage, parce qu'on pourrait dire, bon, il y a des tas de gens qui sont passés, mais après ils sont allés ailleurs, quoi. Ils sont allés à Paris, ou ils sont allés, bon. Mais ce n'est pas simplement un lieu de passage, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un lieu de tissage entre des cultures et des histoires différentes. En 2009, les 3 universités se sont réunies et globalement, ça s'est bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de problème majeur. Et je pense que l'université de Strasbourg a été exemplaire de ce point de vue-là. On avait, pas anticipé, mais enfin, on avait posé quelques jalons à l'époque où j'étais président. Il y avait les 2 autres présidents, celui de l'Université des sciences exactes et celui de l'Université juridique. On s'entendait très bien, on parlait beaucoup ensemble et on essayait de voir ce qui pouvait être le mieux pour nos universités. Et il y avait eu cette idée-là qu'au fond, au lieu de cultiver des petits jardins sympathiquement, parce qu'on s'entendait très bien, mais des petits jardins juxtaposés, peut-être qu'on pourrait voir en grand, quoi, en plus grand. Et alors c'est ce que nos successeurs ont fait. Je pense que ça n'a pas, parce que c'était la crainte qu'on pouvait avoir, ça n'a pas minimisé ce qui, évidemment, pour moi, est le plus important. C'est-à-dire, c'est pas le fonctionnement de l'université, bien que ça soit une condition absolument nécessaire, mais disons la vie intellectuelle. Parce que on pourrait avoir la crainte que les deux soient contradictoires et que plus une institution se rationalise, plus elle devient grande, efficace, enfin, plus elle privilégie de façon exclusive des critères de fonctionnement et plus elle se désintéresse au fond de la production même du savoir et de sa transmission. Alors il me semble vraiment qu'ici, les choses se sont passées plutôt en bonne intelligence entre ces 2 grandes logiques. Et je pense que c'est dû, disons, à la bonne volonté de ceux qui, effectivement, ont réalisé cette fusion, mais c'est dû aussi au fait qu'ils étaient précédés par des décennies d'histoire de cette université. Et ça pèse, enfin, même si on ne s'en rend pas compte à tout moment, disons qu'on ne fait pas ce qu'on veut d'une institution comme l'université de Strasbourg. Enfin, elle a son passé. Et le passé, ce n'est pas simplement quelque chose qui n'a plus cours, c'est quelque chose qui continue à parler. Les universités du Rhin supérieur travaillent ensemble depuis longtemps, dans une réunion qu'ils ont appelée ECOR, donc de Bâle à Karlsruhe. Bon, donc ces universités, institutionnellement, elles se connaissent bien, quoi. Bon. Je dirais que je suis strasbourgeois avant d'être alsacien, parce que je crois que beaucoup de choses dépendent de l'endroit où on vit et des milieux, évidemment, qu'on fréquente surtout. Moi, quand je suis arrivé à Strasbourg, donc au milieu des années 70, mon premier lieu d'habitation, c'était Haute-Pierre. Et je venais travailler à la Bibliothèque nationale universitaire ou à l'université. Et je prenais un bus qui, à l'époque, était le 38, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est resté comme ça. Et dans le bus, entre la place Kléber et Haute-Pierre, à ce moment-là, on entendait beaucoup parler alsacien. Haute-Pierre était un quartier plutôt de petits fonctionnaires. Enfin, c'était nos voisins, c'était des gens qui travaillaient dans les postes ou dans la police. Voilà. Et parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui parlaient alsacien, en tout cas dans le bus. Maintenant, je crois qu'effectivement, c'est plus du tout le cas, quoi. Donc, mon rapport à la langue alsacienne, en ce moment, il est à peu près inexistant, quoi. Enfin, comment dire, je n'entends
cette langue. Moi, je ne la parle pas, mais je ne l'entends que quand je suis avec des amis qui, eux, sont alsaciens, qui, dans leur vie quotidienne, ne parlent pas alsacien, mais qui le font quand ils retournent dans leur village d'origine, qu'ils se retrouvent dans un milieu où vraisemblablement, enfin manifestement, on parle encore l'alsacien, où les gens s'interpellent dans la rue en alsacien. Mais dès que la conversation entre cet ami et puis ses voisins de village est terminée, il se retourne vers moi et on reprend en français. Et quel que soit le nombre de gens que nous sommes et l'origine de ces gens-là, même si parmi nous il y a des gens qui sont alsaciens, la langue est quand même le français, quoi. Le terme de dialecte, assez bizarrement, en français en tout cas, a pris une connotation péjorative. Bon. Ce qui n'est pas le cas partout. Là, je relisais il y a pas longtemps des textes de Pasolini, par exemple, qui parlaient des langues qui se parlent en Italie, et il en parle en tant que dialecte, mais sans aucune connotation péjorative. Hein. C'est simplement des langues régionales ou des langues locales. Hein. Dans la culture française, parce qu'il y a eu cette centralisation politique, économique, mais aussi linguistique, tout ce qui était sur les bords est devenu dialecte et en un sens péjoratif. Donc ça, c'est du côté français. Alors, est-ce qu'il faut, de ce que vous remarquiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut en conclure qu'au fond, ce dialecte alsacien était tellement proche de l'allemand qu'il pouvait être assimilé par les noms propres que vous avez cités comme finalement naturellement intégré dans une culture allemande, ou est-ce que parmi eux, certains s'interrogeaient justement sur les franges, sur les limites, hein, parce que finalement, l'allemand comme langue s'est constitué comme toutes les langues, c'est-à-dire à travers une histoire aussi. Il n'y a pas un jour l'allemand qui apparaît et qui reste ce qu'il est jusqu'à la fin des temps. Hein. L'allemand, il s'est aussi constitué par des rencontres, par des glissements, par des intégrations. Hein. Mais cette dynamique-là, de la langue allemande, a été suffisamment puissante culturellement, à un moment où la constitution de l'Allemagne comme telle n'était pas du tout un processus puissant politiquement, justement. C'est là que nos histoires sont complètement différentes, l'histoire de la France et l'histoire de l'Allemagne. Mais sans doute cette intégration, cette constitution de la langue allemande était culturellement suffisamment puissante pour intégrer des expressions qui lui étaient proches, mais disons limitrophes, quoi. Je ne sais pas, c'est une interrogation que je me pose, hein. Je n'ai pas de thèse compétente sur la question. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui venait de l'extérieur, mais qui s'est beaucoup intégré, en tout cas dans la ville de Strasbourg, et qui suis très content d'être là où je suis, c'est vrai que l'Alsace a un côté très spécifique, quand même, très particulier, quoi. Et vous y faisiez allusion tout à l'heure, le côté un peu humoristique, un peu provocateur, hein, direct comme ça. C'est un type d'humour, hein, qu'on ne rencontre pas ailleurs. Il y a quelque chose, cette espèce de mélange on met tout en boîte, mais en même temps on est toujours sérieux aussi. On parle toujours de choses très sérieuses, pas toujours de choses très sérieuses, mais en tout cas on n'est jamais dans l'anodin.
Même les grandes traditions, je parle la Nef des Fous, des choses comme ça. Bon, on n'est pas dans l'anodin, on raconte pas des histoires juste pour rigoler, quoi. Bon, on raconte des histoires, ça nous fait rire, et en même temps, il y a derrière quelque chose qui est là présent, quoi. Il y a une réflexion sur l'existence, sur le fait d'être là, parfois sur nos limites, j'allais dire presque métaphysiques, quoi. Enfin, on frôle sans arrêt, enfin sans arrêt, j'exagère, mais on frôle souvent cette limite-là, hein, où quelque chose qui est très officiel peut se retourner complètement en dérisoire, bon, mais aussi l'inverse, hein, où quelque chose qui a l'air très léger et très anodin peut en même temps posséder à l'intérieur des connotations très, très, très profondes. Hein. Et moi, j'ai souvent été attaché à ce type-là de manifestation. Disons, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé là-dedans, c'est justement l'impossibilité de ramener ce genre de phénomène à une seule strate ou un seul type d'explication. Hein. On est toujours dans le cliché, hein, quand parlant d'un peuple ou d'une région, on emploie un terme pour qualifier, hein, des réalités qui sont forcément beaucoup plus plurielles et beaucoup plus ambivalentes. Bon. Mais je ne sais pas si on parle je parlais tout à l'heure, enfin, de ces termes très approximatifs que j'ai employés, mais si je parle de profondeur, par exemple, bon, je suis toujours immédiatement obligé de compenser. Bon, il y a une spiritualité qui est profonde, mais en même temps qui ne se prend pas si au sérieux que ça, quoi. Donc il peut se trouver aussi des formes plus ironiques, hein. Mais en même temps, je ne peux pas qualifier tout le peuple, tout un peuple, en disant il est, je sais pas, attaché à l'humour, hein, parce que là je serais obligé de dire oui, mais en même temps ils sont pas simplement en train de rigoler, quoi. Ils sont aussi en train de parler de choses qui sont très sérieuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette impossibilité de réduire à un seul type d'explication. Et quand on commence à parler de l'Alsace, on est très souvent renvoyé finalement à sa situation limitrophe. Alors je ne parle pas seulement de géographie, hein, mais limitrophe au sens d'une sorte de lieu de tension, hein, entre des modes d'expression qui pourraient être contradictoires si on les prenait vraiment chacun pour lui-même, mais qui se retrouvent là, hein, qui se retrouvent là ensemble. Hein, et c'est cette idée d'irréductibilité à l'unité, à l'unicité, et de travail d'une sorte de tension entre des pôles, pas forcément opposés, mais en tout cas différents. C'est peut-être ça qui m'a toujours conquis quand je me définis pas comme alsacien, parce que je pense que quand on ne l'est pas au départ, on ne l'est pas non plus à l'arrivée, mais enfin, quand je me définis comme quelqu'un qui habite en Alsace, quoi. Je pense qu'on n'est plus dans une vision du monde où on partirait de telle ou telle nation, de tel ou tel lieu, hein, comme un lieu d'inscription absolue, quoi, d'inscription. Bon. Et parce que si on fait ça, au fond, la seule possibilité qu'on réserve à l'histoire, c'est au fond d'oublier cette origine pleine, quoi, cette origine absolue, bon, et d'entrer dans la décadence ou dans je sais pas quoi. Bon. Je pense qu'il y a il y a des tas d'autres visions de l'histoire, mais une autre vision en particulier qui consiste à considérer qu'à certains moments, il y a une cristallisation dans un phénomène culturel ou linguistique. Hein. Bon, vous disiez l'allemand, c'est Luther, quoi. Bon, c'est une cristallisation, mais il est précédé par des tas de choses, Luther, et puis ensuite la langue, elle évolue après lui. Hein. Il y a une cristallisation, et ça c'est
très important historiquement de bien attraper ces cristallisations. Mais ces cristallisations n'ont pas cette espèce d'autorité mythique de l'origine ou de la... je sais pas quoi, enfin, comme si, parce que le gothique aurait commencé plutôt à tel endroit ou à tel autre, ça aurait une importance, ça dirait quelque chose sur l'authenticité ou sur la valeur de telle ou telle région du monde, ou telle ou telle nation, ou telle langue. Bon, je pense qu'on a... Enfin, j'espère qu'on a dépassé ça, quoi. Si on parle de la cathédrale de Strasbourg, il y a cette pluralité d'inscriptions, voilà. Et puis il y a aussi des tas de choses à lire sur la façade, sur le rapport entre autorité religieuse et autorité civile. Bon. Et donc c'est un bâtiment qui bouge. Alors j'espère qu'il ne bouge pas trop physiquement, mais il bouge culturellement, il bouge historiquement. Et je crois que c'est ça qui lui donne son dynamisme, qui fait que cette cathédrale, elle est toujours là. Enfin, elle a une présence qui n'est pas simplement le fait qu'elle ait été construite, d'ailleurs longuement. Il n'y a pas une date de construction qui soit unique. C'est un processus, la construction. Il n'y a pas simplement ça, c'est pas simplement les dates du passé. Elle continue à être là, dans une situation où évidemment elle a rencontré, elle a vu passer sous elle et à côté d'elle des situations enfin, qui sont d'une variété extrême, quoi. Bon, mais elle est toujours là, bon, et elle a toujours quelque chose à nous dire, bon, et elle nous dit toujours quelque chose. Et je pense que si elle nous dit toujours quelque chose, c'est pas parce qu'elle aurait une identité, une cohérence absolue, bon, mais c'est au contraire parce qu'elle est encore capable de montrer des traces différentes, des traces de tension, des traces de modification. L'histoire continue à se raconter à travers elle ou en elle. Enfin, moi, je trouve que c'est plus intéressant de lire l'histoire dans un édifice de ce type, de la lire en train de continuer à se faire d'une certaine façon, parce que les tensions et parfois même les contradictions ne sont pas résolues. Je trouve que c'est plus intéressant que de décider que tel bâtiment deviendrait le symbole de telle ou telle vérité. Enfin, du fait que des gens qui ont des origines très différentes, qui ont des modes d'être, qui ont des pensées parfois très différentes, on trouve un lieu où vivre ensemble sans se fondre dans une unité, dans une uniformité. Voilà. Ça, c'était une des choses qui m'avait beaucoup intéressé tout de suite quand je suis arrivé. Bon, j'avais perçu quelque chose comme ça que je savais pas nommer, et je crois que je continue à pas savoir vraiment le nommer. Mais bon, vous avez parlé deux ou trois fois dans notre conversation de jacobinisme tout à l'heure. Bon, je crois que on a un anti-jacobinisme, un anti-modèle plus exactement de jacobinisme. J'espère que l'Alsace, même en perdant sa langue, gardera ça. Cette idée que, au fond, ce que nous sommes, nous, collectivement, nous le sommes enrichis par des nous différents qui ont des histoires différentes et qui se parlent. Voilà. Pour moi, c'est une des grandes expériences. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible ailleurs, mais ça, c'est une des choses qui m'a agrippé.
dans ma vie ici et qui m'a plus lâché, quoi. Et je ressens ça parce que sans doute en tant que Français de l'intérieur, avant de venir ici, je devais avoir comment dire, des tendances plus jacobines que je n'ai maintenant. Je pense que l'Alsace m'a fait réfléchir à ça, justement. Et là aussi, ça dépend aussi de tas de circonstances très particulières. Et je pense qu'on ne peut pas généraliser, hein. Mais moi, j'avais vu ça à certains moments dans les débats un peu récents, au moment où il y a eu les premiers débats sur le foulard islamique, enfin, qu'on appelait le voile, mais qui en fait était une question de foulard, hein. Est-ce qu'il faut interdire ça ou pas? Enfin, je m'étais senti, mais sans y avoir vraiment réfléchi, je m'étais senti dans une position qui me surprenait moi-même, parce que je me disais, bon, tu es républicain, tu es attaché à l'idée comment dire, d'une règle du jeu valable sans exception pour tout le monde dans la République. C'est une des définitions de la République. Et pourtant moi, j'avais des étudiantes qui avaient le foulard, voilà, et ça ne me gênait pas. Et je me disais, mais bon, elles viennent en cours avec leur foulard, elles ne le revendiquent pas spécialement. Moi, ça ne me gêne pas. De même que ça ne me gêne pas de voir des gens, j'habitais rue de Beach à un certain moment, je voyais des tas de gens passer avec une kippa ou avec... bon, et je trouvais ça, comment dire, enrichissant. J'ai jamais eu cette espèce de réflexe républicain, laïque, obligatoire, en disant, voilà, tout le monde devrait avoir la même apparence, enfin, tout le monde devrait être coulé dans le même moule, quoi. Là, au contraire, le fait qu'il y ait une communauté juive ici importante et qui se manifeste m'a toujours paru être une richesse du lieu. Enfin, ça apporte quelque chose au lieu, non seulement parce que je trouve absolument normal que les différentes communautés, alors on ne parlait pas à l'époque de communautarisme, mais les différentes communautés, finalement, elles ont des signes extérieurs, bon, qui ne sont pas forcément exclusifs, hein. Et je ne suis pas gêné non plus de voir quelqu'un qui pourrait, je sais pas, avoir un signe chrétien, avoir une croix autour du cou, etc. Ça me gêne absolument pas. Enfin, pourtant, bon, moi, je n'ai pas cette foi-là, mais c'est pas une question d'opinion, justement. Moi, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est cette idée. Alors, est-ce qu'elle devient utopique? Ça serait grave si vraiment on était en train de passer à autre chose. Bon. Mais cette idée que l'on vit dans un ensemble, que cet ensemble n'est pas uniforme, mais qu'il est composé et enrichi par des apports qui sont eux-mêmes différents. Bon. Voilà, c'est l'une des choses qui m'ont marqué ici, quoi. Est-ce qu'il faut que l'Alsace redevienne une entité politique à part, ou est-ce qu'il faut qu'elle continue à être dans une région Grand Est plus vaste? Bon, j'ai pas de parole particulièrement autorisée, hein, pour prendre une position dans ce domaine-là. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose dans l'Alsace qui n'est pas réductible à une territorialisation plus vaste. Bon. Mais ce quelque chose d'irréductible, je le vois moins du côté politique que du côté culturel, quoi, et du côté historique et culturel. Je pense que c'est pas parce qu'on rentre dans une grande région administrative que il faut oublier son histoire, quoi. Bon, et son histoire et les spécificités culturelles de cette histoire. Je crois que l'Alsace
a une entité, enfin, a une existence, même si cette existence, je la décrivais tout à l'heure comme, non pas comme une unilatéralité, hein, mais au contraire comme un lieu de tension, un lieu de... Bon. Mais ça, c'est l'histoire alsacienne. Enfin, c'est pas l'histoire lorraine qui est très intéressante, mais qui est différente. Enfin, je pense à la Lorraine de Nancy, quoi, à la Lorraine française. Et c'est pas l'histoire non plus de la région de Reims, et c'est pas l'histoire de Troyes. Enfin bon, il y a des histoires différentes. Si on va dans le sens d'une uniformisation au détriment de ces traces historiques, je trouve que c'est très dommage et très dangereux d'une certaine façon.